On n'a rien. Hein? Non, c'est bon. Ok, Non, on n'a pas de retour. Juste, on voit pas du tout où on en est. Si vous nous entendez, c'est les... À défaut d'avoir nos têtes, vous allez au moins avoir notre présentation, ce qui est le principal, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Je suis avec Mélanie aujourd'hui, qui a remplacé Benjamin, et qui va co-animer ce live LinkedIn à propos de la stratégie de contenu sur LinkedIn. Donc, on est très content de vous retrouver pour cette deuxième édition. Je crois qu'on est plus nombreux que pour la première, ce qui est très cool. Ça veut dire que les gens se sont passés le mot et que vous êtes très intéressés par le sujet, donc on va essayer d'être à la hauteur. Du coup, de l'agence, parce que s'il y a des nouveaux qui ne nous connaissent pas, c'est quand même bien de resituer le contexte, expliquer qui on est, ce qu'on fait, mais on ira assez vite pour rentrer très vite dans le vif du sujet, à savoir la création de contenu, community management, croissance sur LinkedIn en 2022. Hop, évidemment, il y a mon téléphone qui sonne à ce moment-là. 1 heure. Dans l'idée, on va essayer de faire en sorte de faire tenir tout ça en 1 heure. On a fait une présentation qui est un tout petit peu plus succincte que la dernière fois pour avoir plus de temps pour les questions s'il y en a. Mais en tout cas, c'est sûr qu'à midi, on vous libère pour aller manger. Faites pas comme nous, mangez pas de donuts, c'est pas bon pour la ligne. Il y a le Summer Body qui arrive, donc faut faire attention. Mais chez Tierfest, on peut pas s'en empêcher. Et pour le coup, Mélanie et moi, on est plutôt bien placés. Là-dessus, on n'est pas les derniers à se jeter sur les bons petits plats du chef Nico. Les petites règles qu'on rappelle toujours et qui sont importantes à garder dans un coin de la tête. Posez vos questions dans le chat. Vous le voyez pas, mais il y a Anthony qui assure la modération du chat en live. Donc, il va pouvoir centraliser un peu toutes ces questions et nous les transmettre au fur et à mesure pour qu'on puisse y répondre. Pour avoir le support de présentation comme la dernière fois, vous laissez votre email dans le chat et on vous l'enverra à l'issue du webinaire. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être début de semaine prochaine parce qu'on est quand même vendredi et qu'à un moment, les gens ont le droit de partir en week-end. Donc, ne nous en voulez pas si vous ne l'avez pas tout de suite, mais vous l'aurez au plus tard lundi ou mardi. C'est la promesse qu'on vous fait. Et s'il y a un problème technique, vous n'hésitez pas à nous le faire savoir, vous le dites en commentaire et on essaye de le régler. Ok. Juste, je sais pas si les gens nous voient parce que nous, on se voit pas sur le retour, Anto. Si? Ok, top. Magnifique. Ça nous va très bien. Notre agence, notre vision, très rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, qui est Tierfest? Tierfest, donc 3 ans d'existence. On est 23 aujourd'hui? Putain, on est déjà, on sait combien on était la dernière fois. Parce qu'on a des gens qui ont rejoint l'aventure il y a pas longtemps, donc ça grossit un peu tous les mois. Une quarantaine de clients récurrents, plus de 500 contenus produits par mois. Et la petite stat qui a changé par rapport à la présentation du dernier webinaire, si vous y étiez, c'est que le mois dernier, nos contenus ont touché pas moins de 11 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Belle perf. Ce qui nous amène du coup à la recette Tierfest, qui reste toujours beaucoup de créativité au service de la performance. C'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup de data, parce qu'on garde un œil sur les performances de nos contenus et de stratégies qu'on met en place pour nos clients. Pour nous, c'est impératif. C'est vraiment les 2 gros curseurs sur lesquels on joue chez Tierfest. De la créativité pour toujours aller plus loin dans les contenus qu'on va être en mesure de proposer aux marques qu'on accompagne et aux gens qui les suivent, mais surtout de la performance, parce que comme on se plaît à le dire, les réseaux sociaux sont pas là pour faire joli, mais bien pour générer du business. Et donc tout ça, c'est beaucoup de veille et d'échanges au quotidien. On se parle énormément entre nous. Les différents pôles communiquent beaucoup. Le pôle créa échange ses inspi avec le pôle CM échange le fruit de sa veille avec le pôle créa. Bref, tout le monde apporte la main à la pâte et c'est génial. Et à chaque fois qu'on le peut, on essaie de s'appuyer au maximum sur des datas pour justifier nos choix, nos recommandations stratégiques, des évolutions qu'on recommande aux marques qu'on accompagne dans leur prise de parole sur les réseaux sociaux. Ça, vous l'avez déjà vu la dernière fois, mais si vous êtes nouveau et si vous connaissez pas Tierfest, ça résume pour nous en une phrase comment les marques doivent penser leur communication sur les réseaux sociaux aujourd'hui, à savoir comme des médias. Gros focus sur la valeur ajoutée qu'on apporte à notre audience. Toujours se poser la question de savoir
au-delà du produit, au-delà du service, qu'est-ce que je peux mettre en avant, qu'est-ce que je peux promouvoir et comment je peux le faire de manière créative pour apporter de la valeur ajoutée aux gens qui me suivent et leur donner une bonne raison de revenir voir ce qui se passe sur nos réseaux régulièrement. Ça y est, on y va. On rentre dans le vif du sujet. Comment créer une stratégie de contenu LinkedIn pertinente en 2022 ? On a fait un petit plan en 4-5 étapes, je crois, de mémoire. On commence avec un petit focus sur pour qui, pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette plateforme et un petit peu les spécificités de LinkedIn. On va évidemment parler des algorithmes parce que ça dicte aussi beaucoup de choix stratégiques qu'on va pouvoir être amené et la manière dont on va faire les choses dépend beaucoup des évolutions des algorithmes. Après, on va se parler évidemment création de lignes éditoriales, on va se parler un petit peu de copywriting, on va aussi se parler de toutes les petites fonctionnalités qui sont encore assez peu utilisées par bon nombre de marques sur la plateforme et qui pour autant présentent des opportunités hyper intéressantes d'aller un peu plus loin que juste rédiger des posts, mais on vous en parle tout à l'heure. Je vais commencer. Je prends la main sur le LinkedIn pour qui, pourquoi. Est-ce que ça fait du bruit quand je tape dans les mains comme ça? Parce que je me rends compte que j'ai tendance à... Non, c'est bon. Ok. Je voudrais pas vous rendre sourd en faisant un gros clap près du micro. LinkedIn, pour qui, pourquoi, on va aller assez vite là-dessus, mais je pense qu'il y a quand même quelques points qui sont intéressants à évoquer ensemble. J'ai honteusement, enfin non, plutôt sans aucune honte, repris cette phrase que les fans du Seigneur des Anneaux reconnaîtront, une plateforme pour les unir tous ou les unir toutes. C'est vrai que la particularité de LinkedIn, c'est que c'est une plateforme qui permet à la fois aux professionnels individus de prendre la parole, mais aussi aux entreprises d'être présentes. Donc c'est une plateforme qui permet d'adresser la notoriété de marque et évidemment la prospection commerciale, marque employeur aussi, parce que c'est un bon moyen pour les entreprises d'être visibles auprès des futurs talents qui seraient amenés à rejoindre l'aventure, un bon moyen de donner à voir ce à quoi ressemble la réalité du travail dans l'entreprise, quelles sont les valeurs de l'entreprise, est-ce que les salariés s'épanouissent dans leur travail au quotidien, et évidemment du coup ça permet aussi aux employés et aux salariés de prendre la parole, de valoriser ce qu'ils font et de valoriser l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Un truc qui est important à garder dans un coin de la tête, c'est quand même que ces objectifs-là, faut les prioriser. On en parlera plus tard, mais la stratégie et la ligne éditoriale sera pas la même en fonction des objectifs que vous allez décider de privilégier à un moment donné. Ça veut pas dire que c'est figé, c'est pas quelque chose qu'on va ancrer une seule fois et sur lequel on reviendra pas, mais peut-être plus d'être très au clair sur les 3 prochains mois, notre enjeu, ils sont dans les recrutements parce qu'on manque de talent et on a besoin de staffer l'effectif. Comment on fait pour faire évoluer nos prises de parole sur la plateforme pour qu'on puisse être de plus en plus attractif et de plus en plus visible auprès des talents qu'on cherche à toucher. À l'inverse, gros enjeu de prospection commerciale parce que temps fort commercial sur la et comment que la stratégie pour éditoriale, on en parle. Juste sur un truc dont on entend souvent parler quand on parle communication sur LinkedIn. Je me rends compte que cette photo, bien que très jolie, n'est peut-être pas la plus flatteuse pour moi, mais bon, c'est pas très grave. Je vais mettre mon ego de côté et je vais faire avec. Personal branding versus communication de marque. Des fois, j'entends trop souvent des entreprises qui viennent nous voir en disant ouais, mais si on incite nos salariés à prendre la parole, est-ce qu'on se met pas à risque entre guillemets dans le sens où on peut pas non plus contrôler tout ce qu'ils vont dire, est-ce qu'ils vont pas aussi travailler leur profil en mode employabilité dans l'idée de pouvoir aller se positionner sur d'autres offres d'emploi demain? Bah si, évidemment, mais ça fait partie des risques qui vont avec la plateforme. Mais croyez-moi, dans la plupart du temps, le jeu en vaut la chandelle. Et presque, le problème que vous aurez, c'est pas tellement de savoir si vos employés vont prendre la parole sur la plateforme, c'est plus de réussir à les inciter à le faire. Un problème qu'on voit souvent revenir dans les entreprises avec lesquelles on discute de tout ça, c'est que leur plus gros souci, c'est presque plus de réussir à mobiliser les équipes pour qu'elles se sentent investies et qu'elles aient envie de prendre la parole sur la plateforme, plus que oh là là, ils communiquent trop et on sait pas comment le gérer, quoi. Sachant que là-dessus, pour rebondir sur ce que tu dis, Thomas, je pense que ce qui est important aussi, c'est si à un moment on a un enjeu de demander aux collaborateurs de prendre la parole et de montrer leur quotidien, ça passe aussi par montrer l'exemple et du coup le faire déjà en tant qu'entreprise au quotidien sur le réseau. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus et je pense que ça se joue même à plusieurs niveaux. Il y a le fait que l'entreprise crée du contenu, prenne la parole, parce que déjà ça va aussi donner une ligne directrice sur quel est le ton qu'on emploie,
le registre de quoi on parle pas, ça permet de fixer aussi des guidelines. Et la ligne éditoriale de l'entreprise va forcément influencer celle que les salariés vont choisir d'adopter dans leur communication sur la plateforme. Et il y a l'entreprise, et puis il y a aussi les dirigeants. On essaye, nous, chez Tirefest, de le faire. Moi, à titre personnel, je l'ai fait un petit peu moins ces 15 derniers jours, parce que j'étais en vacances la semaine dernière, et puis que cette semaine, retour de vacances, un peu compliqué. Mais moi, j'essaye de prendre la parole régulièrement. Je sais que Benjamin et Glenn le font. À minima, ils ont à cœur de relayer tout ce qui est mis en place sur la page de l'entreprise. Et donc, tout ça, c'est aussi pour montrer l'exemple, entre guillemets. Juste pour aller finir là-dessus, je pense que ce qui est hyper important et l'astuce que je vous donnerais, c'est de ne pas en faire une obligation. Et je parle d'expérience parce que, en toute transparence, on a fait l'erreur au départ. C'est-à-dire qu'on avait fixé des challenges à nos équipes de créer du contenu régulièrement sur les réseaux sociaux. Et c'était très bon enfant. L'idée étant qu'on n'était pas non plus sur notre truc, mais il y avait quand même une pression, entre guillemets, qui était mise aux équipes pour prendre la parole. Au point que les équipes m'ont fait, je sais pas si vous la voyez, une belle tasse sur la marqué « T'as fait ton post LinkedIn » parce que je pense que c'est une phrase qu'ils ont beaucoup entendue l'année dernière. Mais on en tire des leçons. Et l'idée, c'est qu'on a un peu changé de braquet et de registre et qu'on continue de sensibiliser les équipes sur l'importance de communiquer sur la plateforme. Par contre, ce qu'on fait, c'est que moi, en tout cas, la manière que j'ai de le présenter aujourd'hui, c'est plus de dire c'est valorisant pour vous de montrer ce que vous allez faire, montrer votre expertise, montrer vos compétences, tout ce que vous êtes en train d'acquérir au sein de votre expérience chez Tirefest. Et indirectement, ça fait forcément rayonner le nom de la boîte, mais ça permet d'avoir un prisme et un angle qui est plutôt celui de dire bah amuse-toi avec ta création de contenu sur LinkedIn, fais-le de manière à ce que ça serve ton évolution professionnelle, y compris si demain tu vas aller chercher du boulot ailleurs. Faire, c'est le jeu. Enfin, je peux pas en vouloir à quelqu'un qui va quitter l'aventure. Et je serais même content de me dire que j'aurais contribué à travailler son employabilité en l'incitant à prendre la parole sur ce qu'elle fait chez nous au quotidien. Voilà. Globalement, on voit que ça enlève quand même une certaine pression. Avoir ce discours-là, ça permet aussi de déculpabiliser les équipes dans le sens où si elles le font pas, c'est pas très grave. Si elles le font, on est là pour les accompagner et leur donner des billes et essayer de les aider à le faire correctement. Mais il faut que ça reste quelque chose qu'elles aiment faire et dans lequel elles prennent du plaisir ou du moins elles voient l'intérêt de la démarche, quoi. Oui, et puis je pense que s'il y a une prise de parole qui est voulue et pas forcée, ça se ressentira aussi dans la façon dont c'est traité, dans la cohérence et dans l'authenticité du contenu, qui est pas quelque chose qui est forcé et au contraire qui est un plaisir à prendre la parole comme on a pu le faire où toutes les équipes se sont mobilisées au moment des envois de Pickles et on a tous eu notre touche pour parler du même sujet, mais avec chacun la contribution qu'on avait pu avoir sur le projet. Et je rebondis juste pour donner du contexte aux personnes qui savent pas de quoi on parle. Il y a quelques semaines, pour fêter la bonne année un peu en retard, on avait demandé au chef Nico de confectionner des bocaux de pickles qu'on a envoyés à des partenaires, à des prospects, à des agences avec lesquelles on travaille, etc. Une manière un petit peu créative aussi de montrer ce qu'on savait faire. Et on avait fait des petites vidéos qui accompagnaient l'envoi de ces pickles, format vidéo réseaux sociaux comme on peut le faire pour nos clients, pour montrer un petit peu l'expertise de Tirefest. Et c'est vrai que ce qui est très cool, c'est que tout le monde a joué le jeu dans le sens où on a créé pas mal de contenu autour de l'opération et que chacun s'est approprié ces contenus-là pour revaloriser ce qu'il avait apporté à l'opération et la manière dont il s'était investi dans le truc, ce qui a donné pendant une semaine un espèce de raz-de-marée de publication des équipes Tirefest sur LinkedIn, qui était quelque chose qui était pas coordonné dans le sens où tout le monde s'est assez spontanément mobilisé pour faire connaître l'initiative et on a trouvé ça très très cool. Voilà. Quelques exemples de contenu qu'on a pu créer pour un des derniers clients qu'on a accompagné sur les problématiques de communication sur LinkedIn, qui est la filiale Cap Île-de-France de la RATP. On a sorti un témoignage client, Anto, si je ne m'abuse, il y a pas longtemps, sur notre page LinkedIn. Si vous voulez aller voir ce que Julien a à dire de notre accompagnement, rendez-vous sur la page LinkedIn. Mais c'est pour montrer aussi que, et on en reparlera évidemment un peu après avec les contenus qu'on crée dans le cadre des prises de parole de Tirefest sur LinkedIn, qu'on pratique ce qu'on prêche et que tout ça vient aussi d'une expérimentation continue, que ce soit pour nous ou pour nos clients. Je vais laisser la main à Mélanie qui va vous parler de l'algo.
Alors déjà, pour commencer, un peu de chiffres, parce que LinkedIn, finalement, on voit moins facilement des chiffres sortir sur ces réseaux-là par rapport à un Facebook ou un Instagram. Il faut savoir que même si on pense que c'est un réseau pro, il faut rester vraiment dans des codes assez classiques. Aujourd'hui, une publication qui a un visuel d'accompagnement du texte va être 2 fois plus visible au niveau et va générer des interactions beaucoup plus facilement. De la même manière, en fait, au niveau des utilisateurs, en fait, il y aura beaucoup plus de possibilités à partager le contenu quand c'est quelque chose de dynamique, ce qui est le cas aujourd'hui avec les vidéos, qu'on voit de plus en plus arriver dans nos fils d'actualité notamment. Et bien sûr, ce que disait aussi pour faire écho à ce que disait Thomas avant, en fait, aujourd'hui, les employés, si on veut impulser un élan de motivation à prendre la parole sur ce réseau-là, qui est pas toujours évident à adresser au départ quand on n'a pas forcément tous les codes, quand il y a un contenu qui est partagé par l'employeur et qui est vraiment porteur de sens dans les vraies coulisses, le quotidien, la présentation des salariés, des métiers, de l'évolution de l'entreprise, de la vision ou des actions RSE qui sont mises en place, toutes ces choses-là, c'est des choses qui auront de la valeur pour les gens qui travaillent pour ce projet-là d'entreprise au quotidien. Ils seront beaucoup plus susceptibles d'avoir envie de le partager à leur audience également. Ça, c'était un peu la partie chiffres. Côté algo, alors j'espère qu'on ne vous apprend rien ici aujourd'hui si on vous dit que LinkedIn est un réseau social. Qui dit réseau social dit un business model qui se rapproche assez de ce qu'on peut avoir sur les réseaux plus B2C. L'entreprise en fait se rémunère par rapport au fait qu'elle propose aux marques et entreprises de promouvoir services, produits ou les contenus auprès des utilisateurs de la plateforme. Bien sûr, plus ils arrivent à capter de l'attention, plus ils sont en capacité de diffuser du coup ces messages. L'idée étant donc de garder les utilisateurs le plus captifs possible. Et pour ça, en fait, comme on l'aurait en utilisation personnelle, plus on a des contenus qui nous intéressent et qui nous semblent pertinents, plus on a de chances de rester sur la plateforme. Et donc, c'est là que les algorithmes rentrent en scène. Le petit ajout que je ferai à ce que tu viens de dire, c'est que la particularité de LinkedIn qui est intéressante à soulever aussi, c'est que la publicité fait partie de leur modèle économique, c'est une partie de leur modèle économique, mais ils gagnent aussi de l'argent avec les outils et les services qu'ils peuvent proposer aux équipes de prospection commerciale, je pense à Sales Navigator, et aux équipes de recrutement. Et donc du coup, ce qui est pas mal, c'est que comme ils sont pas 100% tributaires de la publicité, il y a encore l'opportunité, non seulement pour les utilisateurs individuels, les gens qui prennent la parole à titre personnel, mais aussi pour les marques, d'avoir une portée organique sur la plateforme qui est encore hyper conséquente. Ce qui fait aujourd'hui que sur un Facebook, la portée organique des pages entreprises, elle est proche de zéro, c'est parce que leur modèle économique tourne exclusivement autour de la publicité. Donc, ils ont un incentive ou une incitation très forte à faire en sorte que les marques passent à la caisse et payent pour être visibles sur la plateforme. C'est moins le cas de LinkedIn, qui a un modèle économique qui est un peu plus diversifié avec d'autres sources de revenus et qui donc peut se permettre d'offrir aujourd'hui aux pages entreprises une visibilité et la possibilité de grandir sur la plateforme au sein de l'écosystème qu'on n'a plus ou pas forcément sur un Facebook, par exemple. Voilà. Merci pour le complément. Je t'en prie, avec plaisir. Du coup, c'est pas aujourd'hui qu'on va craquer l'algorithme LinkedIn, mais néanmoins, il y a quand même des choses qu'on peut vous apporter et qui sont prises en compte en fait pour justement capter les utilisateurs et les faire rester sur la plateforme. Donc, il y en a 5 qu'on a retenues qui sont les principales. Donc, les triggers externes. Donc en fait, ça, c'est le fait de renvoyer l'utilisateur sur une page particulière. Par exemple, vous allez avoir un moment sur votre fil d'actualité, découvrez la démo ou remplissez notre formulaire pour recevoir le livre blanc. Donc ça va être ce genre d'action. Après, on va avoir l'autre déclencheur d'action qui va être le trigger interne. Donc là, l'idée, c'est de garder l'utilisateur sur le réseau. Et ça, c'est un trigger qu'on appelle d'habitude. C'est-à-dire que spontanément, on va ouvrir l'application et en fait, les premières choses qu'on va faire instinctivement, c'est regarder nos notifications, scroller les premières publications sur le fil d'actualité. Et c'est ce qui fait qu'on va rester parce que c'est des choses qu'on fait par réflexe. Après, il y a la notion des notifications email. Qui n'a jamais rebondi sur LinkedIn après avoir vu un mail passer vous avez reçu un message privé de telle personne souhaite se connecter à votre réseau. Donc, c'est des choses qui, en fait, pique un peu la curiosité et donne envie d'aller voir justement tout de suite ce qui se passe et quelle est l'info qu'on a à aller vérifier. Après, il y a les biais cognitifs. Donc là, l'idée, en fait, c'est 80% des gens qui utilisent LinkedIn sont persuadés qu'ils vont y trouver des informations avérées et pertinentes. Donc, du coup, cette croyance-là fait que les gens ont ce qu'on pourrait appeler du coup la peur de manquer l'information.
si ils ne vont pas régulièrement sur la plateforme. Donc là, l'idée, et c'est aussi le côté aléatoire, on va avoir envie d'aller régulièrement sur la plateforme parce qu'on a peur de louper quelque chose qui pourrait être important et nous intéresser. Là-dessus, je rebondis juste sur ce que tu viens d'évoquer, qui pour moi est un point important. On fera le parallèle avec ça sur la partie ligne éditoriale, et d'où l'intérêt d'avoir de la récurrence. Si à un moment on arrive à poser dans la tête des gens qu'il y a des formats, il y a des prises de parole qui sont régulières sur des thématiques spécifiques, il y a un enjeu à revenir et un enjeu à aller voir ce qui se passe dans son fil d'actualité, mais voilà, et sur la page aussi LinkedIn de l'entreprise, parce qu'on arrive à créer des rendez-vous qui s'installent et où on se dit ah, je sais que tous les jeudis, Tirefest, il nous poste un insight assez intéressant sur les évolutions de la plateforme, ou il y a une data qui est mise en avant, ou des choses comme ça. Tiens, je vais aller voir ce qu'ils ont sorti cette semaine. Et en fait, on crée des prétextes aux gens pour leur permettre de revenir déjà sur l'application et plus spécifiquement sur la page de l'entreprise. Et du coup, la cinquième mécanique qui est intéressante, et c'est la récompense aléatoire. Donc en fait, c'est ce sentiment comment dire, au niveau des hormones, en fait, et là, c'est vraiment un mécanisme scientifique où les gens vont être contents de trouver une information intéressante et avoir le sentiment, en fait, qu'ils ont trouvé par eux-mêmes en cherchant. Et par le terme chercher, on entend le fait de chercher, en fait, dans son fil d'actualité les infos qui pourraient nous intéresser. Et donc là, le fait que les informations soient plus ou moins de manière aléatoire par rapport à nos cercles de relations, il y a une envie en fait de regarder tout le fil d'actualité pour justement trouver des infos qui pourraient être pertinentes, et c'est ce qu'on appelle du coup la récompense aléatoire et qui est prise en compte par l'algorithme. Donc dans le fonctionnement de l'algorithme, quand on observe un peu les chiffres, c'est un fonctionnement qui est similaire à celui de Twitter, dans le sens où finalement on se rend compte que il y a beaucoup plus de gens qui consomment le contenu que de gens qui le créent. Ce qui montre aussi qu'il y a vraiment une place à prendre en prenant la parole régulièrement sur des sujets importants et qui intéressent les gens. Par contre, ce qu'on a aussi observé, c'est que sur les posts qui marchent le mieux et qui se développent, qui sont largement diffusés sur la plateforme, il y a quand même des points communs qu'on peut recouper, qui sont le fort impact émotionnel. Donc c'est le fait que ça procure un sentiment chez les utilisateurs où ils vont avoir beaucoup plus de chances de réagir. Et là, on peut reprendre le cliché des petites images qu'on pourrait avoir sur Instagram des chats ou des enfants. Après, il y a le fort taux d'engagement, qui est aujourd'hui en fait la manière mécanique et chiffrée de mesurer le sentiment généré chez l'utilisateur, parce que finalement, si un contenu lui plaît, il a beaucoup plus de chances d'interagir avec. Donc c'est comme ça en fait qu'on va mesurer l'impact que ça peut avoir chez les utilisateurs qui ont été exposés au contenu. Et après, les codes des réseaux, et surtout celui de LinkedIn aussi, le fait que ça soit bien fait, écrit, illustré. Donc là, c'est avoir des formats dynamiques avec une image, une vidéo, le fait que le texte soit aéré, que ça soit quelque chose de digeste à consommer comme contenu. Et après, il y a les autres facteurs qui sont aussi importants dans le fonctionnement et qui sont pris en compte par l'algorithme. Donc le nombre de hashtags. L'idée pour pouvoir aujourd'hui être un peu visible, c'est au moins d'en utiliser à minima 2 ou 3 dans la publication, pour que ça renvoie aux personnes qui pourraient être intéressées par le sujet traité. À l'inverse, c'est pas non plus de mettre 30 hashtags où là, on se noierait et on serait même déclassé par l'algorithme. La taille du réseau. Aujourd'hui, en fait, il y a toujours comme pour les autres réseaux sociaux, ce système où, en fait, à partir du moment où un post est publié, il est montré qu'il y a une partie de l'échantillon de la communauté. Donc, évidemment, si on a 100 abonnés ou si on a 1000 abonnés, il sera pas montré au même nombre de personnes par rapport à la taille d'échantillon choisi. Après, il y a les vues des précédents posts, et c'est pour ça, comme le disait Thomas, que c'est important d'avoir une ligne éditoriale et des prises de parole assez ciblées et codées, parce que ça permet aussi que si les personnes qui vous suivent sont en adéquation avec les contenus que vous poussez régulièrement sur la plateforme, du coup, ils vont avoir plus de chances d'interagir avec, et par effet de halo, si vos posts marchent bien, la plateforme va se dire que potentiellement vous prenez la parole sur des sujets qui intéressent les gens, donc la taille de l'échantillon pour les prochaines publications sera de plus en plus grande. Après, il y a la partie, bien sûr, comme on disait, la lisibilité du post, le fait que ça soit aéré, qu'il y ait des emojis, et ça, Thomas en parlera en partie sur la partie copywriting dans 4 minutes 30. Et comme toutes les autres plateformes de médias sociaux, les liens sortants, effectivement, la plateforme n'aime pas qu'on renvoie les gens à aller en dehors de la plateforme, et c'est aussi souvent pour ça qu'on voit des petits messages pour dire viens me parler en MP ou regarde en commentaire, parce que ça évite en fait que l'action principale de la publication soit de renvoyer sur quelque chose qui fait quitter la plateforme. On en revient toujours à ça, on en parlait déjà pendant le premier webinaire, la notion de taux d'engagement, et quand on fera le focus sur le copywriting, on verra aussi comment on peut structurer ces publications de manière à ce que
dans la prise de parole, il y ait un appel à l'action, mais un appel à l'action qui aille aussi souvent dans le sens de ce que la plateforme attend. C'est-à-dire comment on peut rédiger un post et le clôturer par un appel à l'action qui permette de booster l'engagement autour de la publication et donc d'améliorer sa diffusion au niveau organique par rapport aux échantillons d'audience dont parlait très justement Mélanie juste avant. Alors l'idée, comme le disait Thomas au début, c'est d'utiliser toutes les fonctionnalités de la plateforme et souvent on se rend même pas compte quand il y a des choses qui sortent tant qu'on les a pas essayées. Et l'idée, ça c'est comme tous les réseaux, quand il y a des nouvelles fonctionnalités, nous on peut que vous encourager à les tester, à voir ce qui fonctionne, parce que étant donné que c'est des choses proposées comme nouvelles et innovantes par la plateforme, ils auront tendance à récompenser les gens qui font l'effort de essayer de comprendre les codes de ces nouveaux outils, comme ça peut être le cas avec les articles, avec les lives, avec des choses comme ça. Parce qu'il veut pousser en fait au niveau de la plateforme les gens à utiliser les nouvelles fonctionnalités proposées. Là où on met quand même un point de vigilance, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le côté gadget. Il faut vraiment avoir des motivations intéressantes pour traiter le sujet avec le format qui s'y prête le mieux et qui colle aussi à la communauté pour que les gens aient envie de participer. Donc là, si on prend l'exemple, il y a quelques semaines, on avait fait un sondage justement pour trouver un peu le sujet de notre prochain webinaire et savoir ce qui intéressait le plus les gens. Et on se rend compte en fait quand on voit les chiffres qu'on a eu un engagement organique de 6%, plus de 6%, ce qui est un bon taux, et ce qui montre vraiment que en fait, il faut tester les fonctionnalités qui sont proposées par la plateforme. Du coup, vous savez aussi, spoiler alerte, que le webinaire du mois prochain portera sur la stratégie d'influence marketing. Par contre, ce que vous savez pas, teasing, roulement de tambour, c'est qu'on aura des invités et qu'on vous en parlera à la fin du webinaire. Du coup, c'est-à-dire que vous devez rester jusqu'au bout. Vous n'avez plus le choix maintenant. Vous êtes obligé. On trouvait intéressant de revenir quand même un moment avant de parler des bonnes pratiques sur la liste des erreurs qu'on voit encore trop souvent sur la plateforme. Quelque chose pour les gammes en œuvre et qui ont tendance à tomber dans ces pièges qui sont des pièges qui sont pour le coup faciles à Merci. Pour les algos, avoir un impact positif comme négatif sur la communication sur les réseaux et notamment LinkedIn. Les principales, mais on veut quand même les rappeler, c'est le manque d'humain, les faibles fréquences et graphiques. Ça, en fait, souvent, on se rend compte quand on regarde, par exemple, les posts d'une entreprise où il n'y a aucun visuel qui parle des collaborateurs ou des métiers ou qui met en avant les gens qui font vivre l'entreprise au quotidien par les forces de communication. C'est dommage de faire l'effort d'investir la plateforme et de prendre la parole si finalement les listes de parole sont décousues dans le sens où on va avoir un post il y a 2 mois, un post il y a 2 heures, un post il y a 6 mois. Finalement, ça veut dire qu'on va à suivre la plateforme parce qu'ils ne savent pas à quelle fréquence et quel type de contenu ils vont pouvoir trouver en restant abonnés à ce que vous pouvez proposer. Idem sur la cohérence éditoriale et graphique. Même si ça arrive très souvent en entreprise qu'il y ait plusieurs parties prenantes qui soient amenées à travailler la communication de l'entreprise, c'est bien de se mettre d'accord à un moment et de se poser pour avoir un de prise de parole, la façon de rédiger les posts et les visuels, parce que l'idée, il faut avoir une certaine cohérence pour pas que ça soit complètement décousu. Vas-y, pardon, je pensais que... Au quotidien, du coup, ce qu'on peut vous donner comme conseil vraiment, c'est de travailler la lisibilité de vos posts et de varier les formats. Donc les formats, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est le fait de tester les nouvelles fonctionnalités régulièrement qui peuvent être proposées par la plateforme, des textes, des photos, des vidéos, des articles, des carousels. Il y a plein de choses qui sont possibles aujourd'hui. De travailler la lisibilité, parce que même si ça reste un réseau professionnel, les gens prennent quand même le temps de consommer les contenus. Et s'ils se retrouvent avec des blocs de texte de 15 lignes, sans coupure, sans aucune aération, sans compréhension visuelle de quoi on se parle, ils vont avoir un intérêt à vous suivre et à continuer de consommer vos contenus. Et pareil, si vous avez
avoir une régularité. Et là, on ne parle pas forcément de poster 3 fois par jour, mais au moins de vous mettre d'accord sur le fait de contrat moral de je publie 1 fois par semaine ou 2 fois par mois, quelque chose d'un peu plus consistant. Au moins, ça, c'est une forme de régularité par rapport aux gens qui vont vous suivre et qui vont savoir la fréquence qui est la vôtre. Juste là-dessus, pour rebondir, ce qui est toujours assez étonnant, c'est de voir qu'on accompagne pas mal d'entreprises qui ont une charte graphique, puisqu'elle a été posée dans le cadre de la communication print, dans le cadre de la création du site web, donc elle existe. Ils ont juste pas le réflexe de l'utiliser aussi dans toutes les prises de parole, parce que je pense que les réseaux sociaux, dans la tête de beaucoup de gens, restent quelque chose de très instantané, d'assez éphémère, donc on n'apporte pas forcément le même soin à la communication qu'on a sur les réseaux, à celle qu'on pourrait avoir sur des supports qui sont plus statiques, plus figés, et qui seront peut-être plus, en tout cas, disponibles plus longtemps dans le temps, dans la tête, dans l'appréhension qu'on en a et dans l'idée qu'on s'en fait. Et après, ça peut être aussi simple que de reprendre les éléments que vous avez déjà posés sur d'autres supports de communication, les mettre sur Canva, les intégrer à vos templates Canva si vous utilisez pas. Enfin, Canva c'est gratuit, c'est très bien pour faire des carousels ou des choses comme ça, ça fait déjà plus que le taf. Et après, c'est peut-être de voir comment vous pouvez avoir des petits signes distinctifs qui fassent écho à l'identité de la marque et de l'entreprise, un liseré autour d'une image, un logo dans un coin, la manière dont vous allez rubriquer vos contenus. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez faire qui sont des trucs qui peuvent aller assez vite en 2-3 heures de temps avec 3-4 personnes autour d'une table. Vous pouvez poser ça de manière assez concrète et derrière, vous avez un plan d'action qui vous permet de dérouler de manière assez sereine. Je reviens sur la notion de fréquence aussi. Ça une nouvelle figure géométrique dans ce second webinaire. Donc, j'ai modestement appelé ça le polygone de second degré, mais je trouvais le clin d'œil intéressant. Pour ceux qui ne voient pas à quoi on fait référence, du coup, vous avez pas le choix, vous êtes obligé d'aller regarder le replay du premier webinaire ou de nous mettre un message dans le chat en commentaire et on vous enverra le lien pour que vous puissiez le retrouver. Normalement, vous pouvez le retrouver sur notre page LinkedIn. Donc j'ai pris la peine de préciser sur la figure que effectivement c'est un lol. Je me prends pas suffisamment au sérieux au point d'avoir créé un truc et de l'avoir nommé après mon nom. Si on reprend un petit peu ce polygone, pour moi c'est les 5 grands piliers ou en tout cas les 5 thématiques récurrentes que vous pouvez mobiliser dans le cadre de votre réflexion sur la ligne éditoriale que vous devez avoir sur LinkedIn. Donc il y a évidemment les partenaires, les fournisseurs, les producteurs, les collaborateurs, salariés, fondateurs, les consommateurs, vos clients en particulier. Donc ça, c'est des points que vous avez déjà vus peut-être dans la pyramide de Tierfest qu'on a évoqué dans le premier webinaire, qui font partie des choses qu'on doit valoriser dans sa création de contenu. Mais la nouveauté, c'est que sur LinkedIn, on peut aussi mettre l'emphase sur valoriser les expertises pour faire découvrir les métiers de l'entreprise et surtout communiquer sur le secteur. C'est quelque chose que ne font pas beaucoup d'entreprises ou qu'elles ne font pas forcément de manière suffisamment poussée pour nous. On reviendra juste après sur comment faire, en tout cas selon nous, une veille sectorielle qui apporte de la valeur aussi aux personnes qui vont vous suivre sur les réseaux sociaux. Une petite précision sur ce polygone. On disait tout à l'heure qu'en fonction des objectifs, vous pouvez être amené à faire varier la stratégie. Ça, pour moi, c'est le cadre dans lequel vous évoluez, mais ce qui n'a pas forcément vocation à bouger. Après, vous pouvez donner un peu plus d'importance à certains sujets plutôt qu'à d'autres en fonction de vos enjeux du moment. Si par exemple, votre enjeu du moment, c'est le travail de la marque employeur, vous allez forcément plus valoriser vos collaborateurs, valoriser peut-être les expertises métiers qu'il y a chez vous, plus que vos clients ou le secteur d'activité. Parce que votre enjeu, c'est d'aller toucher des talents que vous allez pouvoir recruter demain, plus que d'aller chercher du business auprès de prospects potentiels. À l'inverse, si vous êtes en phase de mon enjeu du moment, c'est la prospection commerciale, puisque j'arrive sur les gros temps forts commerciaux de l'année, dans ce cas-là, moi, j'aurais tendance à mettre l'accent et peut-être du coup plus augmenter la fréquence de publication sur certains sujets, comme la veille sectorielle, la valorisation des expertises, et puis surtout la valorisation des avis clients des clients que vous accompagnez déjà. Donc, c'est pas quelque chose de figé.
C'est pas un truc, on a posé le cadre, on bouge pas. C'est on a posé le cadre et au sein de ce cadre, on fait bouger les curseurs en fonction des enjeux du moment et de nos objectifs sur une période donnée. J'espère que je suis clair. Pour revenir sur ce que tu dis, Thomas, effectivement, nous, on est convaincus que rien n'est gravé dans le marbre et qu'il faut toujours se rechallenger parce que les réseaux évoluent aussi, parce que l'entreprise évolue aussi, parce que le secteur d'activité évolue. Et au même titre qu'en fait, s'il y a des sujets prioritaires, il faut savoir pondérer en fait dans les prises de parole. Ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir des contraintes spécifiques sur des clients confidentiels, des secteurs d'activité où il y a des enjeux juridiques de communication, ou les collaborateurs qui sont tout simplement pas à l'aise sur le fait de se mettre en avant directement. Il y a toujours des choses en fait qu'on peut travailler différemment et adapter selon les contraintes qui sont les vôtres dans le temps, les ressources et les formats. Et ça, c'est important de le dire parce que même si la plateforme propose des choses très intéressantes qui vont de plus en plus vers la vidéo, vers des choses comme ça, rester à une échelle qui est adaptable et gérable au quotidien pour vos équipes. Si aujourd'hui la vidéo c'est pas quelque chose que vous pouvez maîtriser dans le temps que ça prend, l'équipement qu'il faut acheter, les personnes à mobiliser sur le sujet, posez-vous dans ce cas-là pour faire des carousels propres à l'image de la marque et prendre la parole sur des sujets qui pourraient être les mêmes mais traités différemment à votre niveau. Et là-dessus, sur les contraintes, il faut aussi des fois savoir penser un peu de manière créative. C'est-à-dire que je comprends le fait qu'on puisse pas communiquer sur l'identité d'un client. Fine. Par contre, on peut parler du client sans le nommer, du secteur d'activité, de la problématique qu'il a rencontrée et de comment vous l'avez accompagné. Pour autant, l'obligation de confidentialité, elle est respectée. Et ça vous permet quand même de valoriser le travail qui a été fait. Après, évidemment, ça peut paraître simple dit comme ça. Et puis, le plus simple, c'est encore d'en parler avec votre client et de lui demander ouvertement, est-ce que c'est OK pour vous si on communique sur l'accompagnement qu'on a eu avec vous en anonymisant, évidemment, il n'y a pas de données chiffrées, on parle vraiment juste de la problématique pour laquelle vous nous avez sollicité et du plan d'action qu'on a mis en place. Je pense que c'est des discussions qui sont saines à avoir et qui peuvent tout à fait se comprendre chez votre client. Après, si c'est non, c'est non. Et puis, vous trouverez d'autres moyens de le faire. Mais Sachant que pour moi, en plus, ça répond vraiment au fonctionnement de LinkedIn aujourd'hui, qui est la visibilité d'une entreprise. Et même au-delà du business, c'est comment travaille l'entreprise, quelles sont ses méthodes, comment elles fonctionnent. Et en fait, le fait de communiquer sur le fait qu'on a accompagné un client à un moment donné sur quelque chose où il était moins expert dans ce domaine-là, ça reste quelque chose sur LinkedIn que je trouve très valorisant, et pour l'entreprise qui est accompagnée, et pour l'entreprise dans la visibilité que ça donne à d'autres personnes, et pour la marque employeur de cette entreprise, parce que peut-être qu'un futur collaborateur potentiel sera intéressé par la façon de communiquer de la boîte suite au travail qui a été fait des deux structures ensemble. Et pour moi, il n'y a pas d'enjeu il n'y a pas d'abus de faiblesse de communiquer justement sur les cas clients, parce que je trouve que c'est ce qui montre le mieux le but aussi de LinkedIn, qui est le travail des partenaires en fait professionnels entre eux. L'enjeu étant de trouver une manière qui puisse de communiquer là-dessus, qui puisse satisfaire toutes les parties prenantes. Si on continue sur la partie ligne éditoriale, un point qui est important, la prépondérance de l'humain. On en parlait déjà la dernière fois dans le dernier webinaire, mais c'est aussi vrai sur LinkedIn. Les gens ont envie de voir d'autres gens, quoi. C'est aussi simple que ça. Les gens sont contents de voir d'autres personnes valorisées dans le cadre de l'exercice de leur fonction professionnelle. Pour les équipes, c'est d'autant plus motivant et ça incite à partager, à engager, parce qu'on est super content de voir son copain mis en avant et de voir la valeur de cette personne reconnue par l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à le faire. Il peut y avoir une petite appréhension de la part des équipes à être mis en avant dans le cadre de la... Anthony, est-ce que tu es sûr qu'on voit le diapo là? Ouais, ok. Des problèmes de connexion. Okay. Merde. Ah putain. J'enregistre. Ok. Je le passerai en live. Ok. Si vous nous entendez, apparemment on a des problèmes de connexion. Je viens de l'apprendre, j'en suis désolé. La prépondérance de l'humain, l'appréhension des équipes, peut-être parfois aussi à être mis en avant et à être valorisé de manière très frontale sur les réseaux de l'entreprise. Là-dessus, c'est aussi à vous de faire un travail de pédagogie et de les sensibiliser au fait que, c'est important pour l'entreprise, 2, c'est valorisant pour eux et que rien ne sera fait sans leur accord, ou en tout cas sans l'idée, c'est plutôt de les présenter sous leur meilleur jour et pas d'avoir quelque chose, un portrait qui soit pas très flatteur d'eux, qui soit diffusé sur les réseaux de l'entreprise, quoi. Une communication qui valorise les équipes égale une marque employeur plus forte. Ça peut paraître évident, mais ça va quand même mieux en le disant. Et je trouve aussi intéressant le fait que ça permet des fois d'illustrer la fidélité des collaborateurs et de faire connaître des métiers et des parcours.
valoriser les personnes, c'est aussi valoriser la somme des expériences sur laquelle l'entreprise s'est construite. Pour la plupart d'entre nous, nos boîtes sans les gens qui travaillent dedans au quotidien, elles n'existeraient pas. Et c'est bon de se le rappeler et c'est important de se dire que c'est presque notre devoir en tant qu'entreprise de valoriser les collaborateurs dans la communication qu'on peut avoir au quotidien. En tout cas, c'est quelque chose auquel on croit profondément. Là, on vous a mis une petite slide avec quelques exemples de contenus qu'on a pu produire justement où on valorise de l'humain pour certains de nos clients. Je voulais revenir sur une communication qu'on a mis en place chez Tierfess qui pour moi était un peu l'opportunité de faire d'une pierre deux coups. Si je reprends le polygone où on avait valorisé les expertises et valorisé les collaborateurs, faut aussi se dire que ces grands piliers de contenu, ces grandes thématiques, elles sont pas exclusives. On peut aussi des fois avoir des crossovers un peu au carrefour de ces prises de parole qui nous permettent aussi de valoriser les expertises, les personnes et aussi de valoriser le travail qui est accompli par l'entreprise. Un format récurrent qu'on a dans la ligne éditoriale de Tierfess, c'est la valorisation de nos chiffres et de nos data en interne. C'est intéressant parce que ça permet de valoriser une expertise en particulier, parce qu'on fait plein de choses. On fait du CM, mais on fait de la création de contenu, on fait de l'ADS, on fait de l'influence. Donc, à un moment, c'est aussi l'opportunité de faire un focus sur une expertise précise au sein de l'agence, de mettre en avant les résultats générés pour nos clients, mais aussi les personnes qui sont derrière ces réalisations. Et là, par exemple, on a fait le choix de mettre en avant Anaëlle, puisqu'elle nous a fait remarquer que le mois dernier, nos contenus avaient généré 11 millions d'impressions grâce à la sponsorisation, ce qui est quand même énorme, étant donné qu'on travaille sur le territoire français exclusivement. Ça commence à faire beaucoup de monde touché sur une période de 30 jours. Et donc, du coup, on trouvait ça intéressant de mettre en avant ce chiffre, qui est quand même assez percutant, de mettre en avant l'expertise qu'il y a derrière, à savoir on gère des campagnes de social ads au quotidien au sein de l'agence, et en l'occurrence, c'est Anaëlle qui s'en occupe et qui le fait très bien. Donc, bravo Anaëlle. Je reviens sur une des spécificités de la plateforme et un point sur lequel on est passé très rapidement au moment du polygone, qui est l'importance de la veille sectorielle que nous on appelle à valeur ajoutée, qui est quelque chose sur lequel je reviens très régulièrement, à savoir que LinkedIn c'est quand même la plateforme parfaite pour pouvoir capitaliser sur le travail de veille que vous faites. Ça permet de montrer que vous êtes une entreprise connectée à son marché, qui est à l'écoute des évolutions, des attentes des consommateurs, des acteurs de la filière. Mais attention, je vois beaucoup trop de pages entreprises repartager un article qu'ils auraient vu passer sur un média professionnel, sans contexte, sans analyse, sans insight, sans commentaire, sans rien. Juste, les gars, on a vu passer ça, tenez, on s'est dit que ça pourrait vous intéresser. Et ça, pour moi, je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, on vient de gâcher l'opportunité pour l'entreprise de prendre la parole sur un sujet qu'elle maîtrise, où elle est légitime à avoir un point de vue, et ce point de vue, elle peut le faire valoir de manière intéressante. Et du coup, les personnes qui suivent la page savent que non seulement l'entreprise relaie les actualités de la filière, mais en plus qu'elle le fait en ayant son propre point de vue. Et pour moi, c'est important que la veille que vous allez faire et que vous allez partager sur vos réseaux et sur votre page LinkedIn, elle soit contextualisée, analysée, commentée et qu'elle constitue en elle-même une source de valeur ajoutée pour les personnes qui vous suivent. Donc ça, je mets un gros point de focus là-dessus parce que c'est une des erreurs qu'on voit le plus. Et pour le coup, c'est une opportunité très simple de prendre la parole et de créer du contenu qui soit à valeur ajoutée sans que ça vous demande un effort énorme de réflexion autour de la création de contenu. Je vous prends juste un exemple, tu voulais peut-être dire un truc. Oui, je voulais juste rebondir sur le fait qu'il y a aussi un deuxième cas de figure qu'on observe parfois chez certains de nos clients. C'est aussi le choix de pas vouloir forcément communiquer sur l'évolution du secteur parce que pour tout un tas de raisons, un sujet touchy, un contexte spécifique qui est pas enclin dans le marché, l'évolution du marché à ce moment-là, une évolution des consommateurs. Pour autant, LinkedIn, ça reste un réseau pro où, enfin, il y a beaucoup d'acteurs de la même filière qui se parlent et qui s'observent aussi. Et l'idée, c'est pas que ça soit une communication. Nous, dans nos préconisations, on veut pas non plus tomber dans le travers de la préconisation où la communication est uniquement nombriliste et on n'ose pas prendre la parole sur des sujets qui concernent quand même le secteur, qui impactent les consommateurs, les produits, les évolutions. Et on trouve ça important. Et en tout cas, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on incite à faire à nos clients, de prendre la parole sur comment évolue le marché. Exactement. Juste, je pensais à un truc, Anto, si on a des problèmes de connexion, est-ce qu'à un moment, tu coupes pas nos têtes? À la limite, les gens, ils ont pas besoin de nous voir. On peut.
Essaye de voir ce que ça donne si tu enlèves la vidéo et qu'on garde que le slide et le son, quoi. Qui est quand même dramatique en tant qu'agence si nous, on n'est pas au courant des évolutions des outils qu'on utilise et qu'on fait très mal notre taf. Ça peut permettre aussi de commencer à introduire des pistes de réflexion chez nos prospects. C'est-à-dire que avant d'aller leur pitcher une idée ou une évolution de la stratégie, on leur montre qu'il y a des possibilités qui évoluent et qu'on pourrait être un partenaire potentiel qui pourrait les accompagner là-dessus. Et un bon moyen de continuer à valoriser notre expertise dans le cadre de notre veille. Donc voilà, ça fait 3 très bonnes raisons de se dire que la veille sectorielle, on la fait pas juste en repartageant les actualités, mais on essaye à chaque fois vraiment d'apporter de la valeur. On avait une petite question. Ouais. Question de Gwenaël Laurent, qui rebondit sur le poste d'Anaël. Sur 11 millions d'impressions, quel est votre taux d'engagement moyen? Oh là, faudrait que je regarde. Je suis désolé Gwenaël, je peux pas te répondre là tout de suite si j'ai pas la data. Mais à la limite, ce qu'on fera, c'est qu'on reviendra dans les commentaires du webinaire et on répondra, on regardera si tu veux. Je suis désolé, je ne peux pas te répondre. Il y a petit Serge qui disait vachement mieux sans vos têtes, mais vous deviez de la remettre parce qu'il n'y avait plus de sentiments. Ok. Merci Serge, sympa, j'apprécie. Un dernier mot sur la veille sectorielle, qui est que c'est un bon moyen de pallier au manque d'inspiration. Je passais assez rapidement dessus tout à l'heure, mais l'idée c'est que la version 0 de prise de parole sur les réseaux de l'entreprise, ça pourrait ne serait-ce que être ça. Cette veille, vous la faites de toute façon dans le cadre de vos fonctions professionnelles au quotidien. Ça vous demande pas beaucoup plus d'efforts de la mettre en forme, de la contextualiser et de la partager si vous ne savez pas quoi dire au départ sur votre page. Voilà. Puis il y a une notion aussi de valeur ajoutée, c'est-à-dire que justement, encore une fois, pour pas rester uniquement nombriliste à ne pas montrer les collaborateurs, ne pas parler des évolutions du marché, ne pas parler du secteur et uniquement des produits. Si à un moment vous êtes régulièrement en prise de parole, en fait, il y aura beaucoup plus d'intérêt pour les personnes qui sont pas forcément salariées de l'entreprise de suivre ce que vous proposez au quotidien, parce que pour eux, il y a un intérêt dans l'information et la pertinence des contenus relayés. Yep. Les bases du copywriting en 4 minutes 30. Là-dessus, je me suis peut-être un peu emballé. Non, on va essayer de faire très court sur des bonnes pratiques rédactionnelles quand on écrit pour le web, tout simplement. Ça va aller assez vite. Je vous ai mis 3 modèles à retenir. On en avait évoqué 2 dans le précédent webinaire. J'en ai rajouté un là. Donc, AIDA que vous connaissez. Attention, intérêt, désir, action. Vous avez un exemple sur la slide juste à côté. Je vous invite, parce qu'en fait, j'accélère un petit peu parce que je vois l'heure, il est 11h52. On s'était engagé à pas dépasser midi. Des exemples comme ça sur LinkedIn. Si vous suivez 2-3 influenceurs LinkedIn, 2-3 personnes qui créent régulièrement du contenu, vous en voyez passer tout le temps. Et une fois que c'est un peu comme quand on connaît les dessous d'un tour de magie. Une fois qu'on les connaît, on les voit sur plein de frameworks et on est capable et on est en mesure de les analyser. Le deuxième framework, c'est PAS. Rappeler le problème, agiter, remuer un peu le couteau dans la plaie et présenter une solution. Le troisième modèle qu'on a introduit dans ce webinaire, c'est le VS 3C, 4C. J'en ai oublié un dans la slide. Valeur, sincérité, clarté, concision, confiance et conclusion. C'est celui qui manque. Et donc, du coup, c'est 3 petits
acronymes que vous pouvez garder dans un coin de la tête qui peuvent vous aider, en tout cas, à commencer à structurer vos prises de parole. Si je focus un tout petit peu sur la rédaction web en 5 règles simples qui me paraissent importantes à rappeler. Faites simple et concis. Le fameux sujet, verbe, complément qu'on vous a rabâché à l'école primaire, ça marche très bien, ça fait très bien l'affaire. Si ça c'est maîtrisé, il y a déjà de quoi faire avec ça. Une règle à garder dans un coin de la tête, si votre phrase fait plus de 3 lignes, c'est qu'elle est trop longue. Et je plaide coupable, je suis le premier à devoir me rappeler de cette règle constamment parce que j'ai tendance à écrire et avec beaucoup d'emphase et à en faire beaucoup parce que j'aime bien écrire, donc du coup quand j'écris je me fais plaisir, mais il faut se rappeler qu'à un moment vous écrivez pas pour vous, vous écrivez pour votre lecteur, donc si votre phrase fait plus de 3 lignes, elle est trop longue. 50% de votre temps de rédaction doit être passé sur votre accroche, et c'est pas une blague. Il faut la réécrire 3, 4, 5 fois s'il faut, mais si votre accroche est pas bonne, les gens liront pas la suite de votre post. Comme on est sur des mails. Comme l'objet des mails. On est sur les réseaux sociaux, le temps d'attention, il est mais vraiment rikiki. Donc si à un moment vous n'arrivez pas à accrocher la personne que vous cherchez à attraper avec une phrase qui fait que le mec va être happé dans ce que vous avez à dire et aura envie de voir la suite, vous avez perdu. Communication qui doit être personnelle, s'adresser à votre lecteur en particulier. On parle pas à une masse, on parle pas à une généralité, on s'adresse au lecteur en particulier et réussir à donner l'impression à la personne que vous cherchez à toucher que le contenu a été écrit pour elle. C'est particulièrement vrai quand vous prenez la parole à titre personnel. C'est un petit peu moins le cas quand on parle au nom de l'entreprise, encore que je pense que si vous écrivez pour une personne précise en tête, vous serez toujours plus pertinent dans les contenus que vous allez créer. Mais par contre, quand vous prenez la parole à titre personnel, il faut vraiment que vous puissiez être en mesure de dire, c'est comme si je parlais à X, Y, Z que je connais, qui travaille dans telle entreprise et qui a tel enjeu et que j'ai envie de sensibiliser par rapport à ça. Les 2 dernières règles à garder en tête, utiliser le teasing avec parcimonie. C'est ce que je disais, réseaux sociaux, capacité d'attention réduite, utiliser des phrases de transition simples pour vous assurer que le lecteur reste engagé, surtout si vous avez quelque chose qui fait plus de 3-4 paragraphes. Si à un moment vous avez le sentiment que vous devez développer parce que la réflexion l'impose, n'hésitez pas à mettre des phrases de transition qui font que la personne va avoir envie de rester jusqu'au bout. Rien ne remplace une progression logique claire, une prise de parole, un message. Il faut que le prospect, la personne, le lecteur à qui vous vous adressez sache où vous voulez aller après les 2-3 premières lignes de votre post. Et c'est là que le travail que vous avez fait sur la définition de votre persona et savoir à qui vous parlez et comment vous leur parlez est hyper important. Et rassurez-moi, vous l'avez fait, le travail sur le persona. Parce que c'est un peu quand même le prérequis avant la prise de parole. Si vous l'avez pas fait, je vous invite à revenir à ça parce que c'est quand même la base du truc. Juste par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les mécaniques de rédaction qu'on voit sur la plateforme qui permettent d'inciter à l'engagement, vous le voyez souvent, on le voit un petit peu dans l'exemple que j'ai mis de Victoria. Victoria, si tu nous regardes, on t'embrasse. Cas d'école, il faut la suivre, c'est la meilleure. Allez la suivre sur les réseaux. Et on voit que dans son post, tout en bas du post, son appel à l'action. Et si on s'entraidait en partageant des petites techniques pour ne plus considérer la vente comme un enfer, récompense pour le meilleur acrostiche en commentaire. Donc, elle a pensé son post pour que les gens pour qu'il y ait une incitation à commenter, donc à générer de l'interaction et de l'engagement. Du coup, le post sera plus mis en avant de manière organique dans le fil d'actualité des utilisateurs de la plateforme parce qu'il aura été, en tout cas, pris par l'algorithme comme intéressant parce que générant de l'engagement. Oui. Donc, il y a plein de petites mécaniques comme ça où, dans la rédaction de votre post, je vous incite à réfléchir sur votre appel à l'action, comment vous pouvez faire en sorte de faire aux gens d'entreprendre une action sur la plateforme, sans qu'ils aient à quitter la plateforme, mais vraiment une action sur la plateforme en lien avec votre publication. Un autre truc qu'on a vu souvent, c'est j'ai créé une super ressource, je reviens là-dessus, fais-le moi savoir en commentaire si tu es intéressé et je te l'enverrai en message privé. Ça a marché très bien, ça continue de très bien marcher, sous réserve que la promesse de valeur soit hyper intéressante pour le prospect, mais ça fait partie des quelques mécaniques que vous pouvez mettre en place. Après, c'est le même principe que les questions qu'on peut voir des fois à la fin d'un post. C'est beaucoup plus simple pour quelqu'un qui consomme le contenu d'interagir avec s'il y a une question qu'on lui demande qui est ouverte et sur laquelle il peut prendre la parole, une expérience, un avis. À l'inverse, si c'est un post qui est très fermé, qui est presque informatif, ça sera beaucoup plus compliqué pour l'utilisateur qui consomme ce contenu-là, pour le coup, de se sentir légitime à rebondir, prendre la parole, commenter. Donc, c'est pour ça que c'est le genre de mécanique qui est intéressante aussi pour générer des interactions et donc augmenter le taux d'engagement. Carrément. Alors, la partie community management en B2B.
Donc du coup, pareil, je vais essayer de raccourcir un peu pour garder la substantifique moelle. Attirer des professionnels ciblés. Alors l'idée, en fait, dans les mécaniques qui peuvent marcher et qui sont vraiment là pour le coup spécifiques à LinkedIn, il faut que vous arriviez, quand vous communiquez au nom de l'entreprise, à trouver des ambassadeurs en interne qui auront pour mission d'inviter leurs relations à suivre la page. Donc là, j'explique. Quand on a une page entreprise sur LinkedIn, on a un nombre de crédits par mois qui visiblement vient d'évoluer à 250 d'ailleurs, sur la possibilité du coup d'inviter des gens du réseau. L'intérêt, si par exemple vous travaillez avec une agence, les gens qui sont amenés à travailler la com pour l'entreprise seront pas forcément dans un échantillon de réseau qui sont les plus pertinents pour rebondir sur les actualités de l'entreprise, selon le secteur d'activité. Et donc c'est là où ça peut être particulièrement pertinent de solliciter par exemple l'équipe commerciale ou l'équipe RH, encore une fois selon les enjeux. Est-ce que la priorité est plutôt de développer le business et faire de la croissance, ou à l'inverse de recruter, chercher des talents, travailler la marque employeur? Donc ça peut vous permettre un peu de cibler prioritairement les personnes engagées sur ces projets-là. Et donc l'idée, c'est du coup de les passer en administrateur de page pour qu'ils aient la possibilité, eux, à leur tour aussi, de diffuser à une audience qualifiée les contenus. Une autre possibilité aussi, c'est de valoriser l'interaction ciblée et de qualité avec les autres utilisateurs de la plateforme. Donc ça veut aussi dire interagir avec les contenus et pas juste vous pousser chaque semaine des publications, mais interagir avec des partenaires qui ont partagé un retour d'expérience, une victoire d'un de vos clients, un post d'un salarié qui annonce qu'il vient d'arriver chez vous et qu'il est très content de ce parcours-là. Et en fait, c'est important aussi de prendre le temps. Si vous voulez que les gens interagissent avec vos contenus, soient intéressés et prennent le temps, ça passe aussi par le fait, ça peut sembler bête, de vous aussi prendre du temps pour interagir avec les gens qui font l'effort de communiquer avec des choses en lien sur lesquelles vous pouvez être amené à avoir des choses à apporter. Et on finit sur le 4e conseil, toujours apporter des insights constructifs et ou des retours argumentés. Quand vous êtes amené à prendre la parole sur quelque chose que vous n'auriez pas publié vous, un commentaire, un article, une actualité, partage. Il faut toujours que ça soit pensé comme quelque chose de constructif et d'argumenté, avec une valeur ajoutée pour la personne et pas juste quelque chose de fermé et qui n'enchaîne pas sur la possibilité de continuer la discussion. Les codes secrets de LinkedIn, donc là pour le coup, on le redit et c'est important, cette plateforme en fait elle regroupe tout un tas d'acteurs qui est vraiment à avoir en tête en fait quand vous avez vos différents moments de prise de parole, et c'est pour ça, comme le dit Thomas, que c'est important en fait de penser aux piliers de contenu, à une ligne éditoriale, à un fil rouge dans la communication. Donc on peut y retrouver des gens qui peuvent être décisionnaires potentiellement pour avoir à un moment des besoins de travailler avec telle ou telle entreprise qui a l'habitude de poster pour montrer l'expertise et ce qu'elle est capable d'apporter à des clients potentiels. Il y aura aussi des recruteurs qui sont en recherche de nouveaux talents. Donc quand vous travaillez pour le coup votre personal branding, il y a aussi cette notion de se dire que je suis visible pour ce que je fais aujourd'hui et peut-être pour ce que j'aurai envie de faire demain. Il y a aussi la notion qui s'est beaucoup démocratisée aussi avec le Covid, tout ce qui va être salariés, auto-entrepreneurs, des freelances qui montrent un peu aussi leur savoir-faire et ce qu'ils peuvent faire avec des entreprises, et des communicants comme vous et moi qui en fait cherchent à développer soit l'entreprise, soit le personal branding à travers les prises de parole. On a une question de Paul qui dit: favorisez-vous les visuels carrés ou plutôt de type bandeau sur LinkedIn? De mémoire, sur les dernières créas qu'on a fait, c'était plutôt de type bandeau. Ouais. Plutôt bandeau. Ouais. Parce que justement, ça casse un petit peu avec ce qu'on peut retrouver sur le fil d'actualité, et ça permet en fait, même au niveau visuel, pour quelqu'un qui sera en scroll sur son téléphone, parce que c'est aussi consommé sur mobile pour le coup, d'attirer plus facilement l'œil. Après, nous, on a de la chance, Tirefest, on a un bleu pétant, donc du coup, ça ressort plutôt pas mal. Ouais. Je fais un focus rapide sur les indicateurs de performance à garder dans un coin de la tête. Je me suis focalisé sur 3 indicateurs qui me paraissent intéressants à suivre. L'idée étant que LinkedIn, aujourd'hui, nous, on l'investit principalement avec une optique de croissance organique. Il y a évidemment tout ce que peut permettre de faire la publicité sur la plateforme, mais ça reste un réseau social sur lequel à suivre pour pas se noyer sous les chiffres. Dans les indicateurs de performance clés qu'on essaie de suivre, nous, pour d'abonnés, évidemment, et le taux d'engagement. Si déjà vous gardez un œil sur ces 3 métriques-là, ça vous permettra d'avoir un petit peu de visibilité sur comment performe le contenu que vous postez sur votre page par rapport aux attentes de la plateforme. J'ai mis des objectifs qui, pour moi, sont des objectifs de croissance réalistes, bien que un peu ambitieux.
Je pense notamment, par exemple, à l'objectif de taux d'engagement que j'ai mis entre 6 et 8%. C'est évidemment fonction de la taille de votre audience aussi. Plus vous aurez une audience qui sera restreinte, plus ce sera facile d'avoir un taux d'engagement élevé, plus votre audience va grossir, mécaniquement, plus le taux d'engagement va diminuer. Mais ça, c'est vrai sur tous les réseaux. Et c'est très, très compliqué de maintenir un taux d'engagement élevé avec une croissance, avec une communauté qui soit de plus en plus importante. Je vous ai remis la définition des KPI. Le nombre d'impressions, c'est un peu technique, mais c'est le nombre de fois où un contenu est visible pendant au moins 300 millisecondes ou au moins 50% de vues sur l'écran de l'appareil. Enfin bref, ça c'est les définitions qui nous sont données par la plateforme. La croissance du nombre d'abonnés, c'est assez logique, et le taux d'engagement, c'est le nombre d'interactions générées sur vos contenus. C'est un ratio nombre d'interactions générées par rapport au nombre d'abonnés. Juste, je vous ai mis en bas les KPI Tierfest sur les 30 derniers jours pour vous donner un peu un ordre de grandeur de ce que ça peut donner quand on applique ces bonnes pratiques, parce qu'on a vraiment cette conviction, et on le disait déjà au premier webinaire, d'appliquer ce qu'on prêche. Donc sur LinkedIn, pour le coup, au cours des 30 derniers jours, 45 000 impressions. Donc, l'objectif de 300 à 500% du nombre d'abonnés, on est largement au-dessus, puisqu'on a 1700 abonnés sur la page, donc 45 000 impressions, on a complètement explosé le truc. 1372 apparitions dans les recherches sur ces 7 derniers jours, ce qui est plutôt pas mal, et une croissance de 7,6% d'abonnés. Sur le taux d'engagement, je crois qu'on était plus autour de 4% ou 3 ou 4%, donc on n'est pas au niveau où on voudrait être. Et avec Anthony, on a prévu un point dès la semaine prochaine pour voir comment on pourrait améliorer ça. Pareil sur la croissance des abonnés. Le point positif que je retiens de ça sur notre stratégie de contenu, c'est qu'on est visible. Maintenant, il faut qu'on voit comment on peut faire évoluer, faire bouger les lignes pour qu'on génère plus d'engagement et pour que la croissance en termes de nombre d'abonnés soit un peu plus rapide. Le dernier niveau, j'étais obligé de le mettre, Sly, si tu nous regardes, on t'aime. Les arcanes de LinkedIn, les fonctionnalités qui sont encore peu exploitées par les marques et qui pour autant présentent un potentiel qui nous paraît être hyper intéressant. Le premier dont on voulait parler, c'est la newsletter LinkedIn, qui est une nouveauté qui est apparue il y a quelques semaines. On a mis celle de Tierfest sur LinkedIn, 459 abonnés en moins de 8 jours. C'est d'autant plus intéressant si vous avez déjà une newsletter que vous envoyez à vos clients ou à vos partenaires. Première étape, revaloriser le contenu sur LinkedIn. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a une newsletter qui part par mail, qui est envoyée en exclusivité aux abonnés de la newsletter. Mais ce contenu-là, on le revalorise quelques jours après sur LinkedIn pour les gens qui seraient éventuellement pas abonnés à la newsletter Tierfest, pour leur permettre aussi de découvrir le contenu exclusif qu'on a créé, entre guillemets, pour la newsletter. Il y a la fonctionnalité live, comme ce webinaire. C'est encore mieux quand on n'a pas de problème technique et de connexion. Ça me tue, là, ça me bouffe depuis 1 heure de savoir que vous ne voyez pas correctement. Mais bref, c'est pas très grave. On s'adapte. Pareil, le tips, de la récurrence, des rendez-vous identifiés et un ordre du jour qui soit clair. Soyez à l'écoute, des attentes de votre audience pour leur proposer du contenu qui les intéresse, comme on a pu le faire avec le sondage. On savait que la partie création de contenu, c'était un peu la base, donc notre première prise de parole était assez évidente. Partant de là, on s'est dit qu'il y avait plein de choses dont on voulait parler et on voulait laisser l'opportunité à la communauté de s'exprimer sur ce qu'ils avaient envie de voir et les sujets sur lesquels ils voulaient nous voir prendre la parole. Un truc qui est aussi assez peu utilisé, ce sont les groupes professionnels. LinkedIn regorge de groupes, bassins d'audience qui rassemblent les professionnels que vous cherchez à toucher dans votre communication. Et ces outils-là, il y a deux moyens de l'investir. Enfin, cet outil-là, il y a 2 moyens de l'investir. Devenez membre des groupes qui rassemblent déjà les professionnels que vous cherchez à toucher, que ce soit vos prospects ou que ce soit dans une optique de travail de la marque employeur, éventuellement des talents que vous pourriez être amené à recruter à terme. Et être actif. Être actif, prendre la parole, partager. Pas que ce que vous faites vous. Partagez évidemment les prises de parole que vous pouvez avoir en tant qu'entreprise sur la plateforme, mais n'hésitez pas aussi à partager ce que vous pouvez voir passer ailleurs. La veille sectorielle à valeur ajoutée qu'on évoquait tout à l'heure a vachement de sens dans le cadre des groupes professionnels. L'autre moyen d'utiliser cet outil, c'est de créer votre propre groupe. Créez votre groupe que vous allez animer. Encore une fois, ne partagez pas que ce que vous faites vous. Ça va être très vite barbant, très vite rasoir et les gens vont s'en aller très vite. Si à longueur de journée, ils vont passer les contenus de Tierfest. Par contre, si demain, on a un groupe privé dans lequel on a des professionnels de l'industrie du secteur de l'agroalimentaire à qui on pousse les contenus qu'on a nous, mais aussi tous les autres contenus qu'on peut voir passer qui nous paraissent intéressants et pertinents pour eux, je me dis que la valeur ajoutée pour ces personnes-là, elle est cool et qu'à un moment, ils nous auront sur notre radar. Et s'ils ont envie de travailler avec nous, ils savent où nous trouver. Il n'y a pas d'obligation, on le fait parce qu'on pense qu'il y a de la valeur à donner aux gens qu'on accompagne. Et évidemment qu'on sera les premiers à vite discuter avec eux s'ils ont des problématiques de communication sur leurs réseaux sociaux.
12h08, on a un tout petit peu Ça dépassé. On comprendra si vous avez une terrasse au soleil qui vous attend, si vous avez petit plat. un bon petit plat préparé par votre compagne, votre maman ou par vos soins qui vous attend dans le frigo de l'entreprise. Donc, si vous voulez y aller, sentez-vous libre d'y aller. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. N'hésitez pas. Anto, est-ce que tu as des petites questions pour nous ou pas? Pas de questions directement. Les gens ont faim. Les gens ont faim. Très bien. Pour ceux qui sont encore connectés, un grand merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. On espère que vous en avez retiré quelque chose. Comme d'habitude, on mettra à disposition le replay, le support. Si vous voulez le support, laissez votre mail. Un truc dont on n'a pas parlé, et j'aurais dû en parler plus tôt avant que tout le monde se barre pour manger, on recrute. On cherche la prochaine perle rare qui va venir rejoindre le pôle community management. Il y a une annonce qui a été postée sur notre page LinkedIn. Vous pourrez aussi retrouver l'offre d'emploi directement sur LinkedIn. Pour l'instant, si vous voulez postuler, c'est sur Indeed où vous pouvez nous envoyer vos candidatures par mail à notre adresse bonjour@tirefess. Si vous n'êtes pas directement concerné mais que vous connaissez la perle rare, partagez cette info, on vous payera le resto, un apéro, s'il s'avère que grâce à vous, on a trouvé la personne qui va fitter avec l'organisation. Et encore une fois, on vous remercie pour votre attention et on vous dit à dans un mois. Merci, à dans un mois.